C'est Bill qui les contraignit à rester regroupés lorsque la grande araignée noire descendit en courant le long de sa toile, engendrant une brise délétère qui leur ébouriffa les cheveux. Stan se mit à pousser des hurlements de bébé, les yeux exorbités, les doigts lui labourant les joues. Ben recula lentement jusqu'à l'instant où son ample derrière vint heurter la paroi à la gauche de la porte. Il sentit le feu glacé des lumières le brûler à travers son pantalon et fit un pas en avant, mais rêveusement. Rien de tout cela, d'évidence, ne pouvait arriver. Il faisait simplement le cauchemar le plus abominable du monde. Il s'aperçut qu'il était incapable de lever les mains, comme si deux poids énormes y étaient accrochés. Richie ne pouvait détacher les yeux de la toile. Pendu ici et là, partiellement enroulé dans des écheveaux de soie qui paraissaient animés d'une vie propre, on apercevait un certain nombre de corps putréfiés, à demi dévorés. Il crut reconnaître Eddie Corcoran près de la voûte, même s'il lui manquait les deux jambes et un bras. Beverly et Mike s'accrochaient l'un à l'autre, comme Hansel et Gretel dans les bois, pétrifiés, regardant l'araignée qui atteignait le sol et courait en crabe vers eux, son ombre déformée galopant le long de la paroi. Grand, dégingandé, son t-shirt blanc disparaissant sous les ordures et la boue, en jean et tennis bourbeux, Bill les regarda. Ses cheveux lui retombaient sur le front, ses yeux étincelaient. Il parcourut leur groupe, parut le rejeter et se tourna vers l'araignée. Et sous leur regard incrédule, il avança à sa rencontre, sans courir, mais d'un pas vif, coude levé, avant-bras tendu, poing serré. Tu as tué mon frère !» « Non, Bill !» hurla Beverly, se dégageant de l'étreinte de Mike pour courir après lui, ses cheveux roux ondoyant derrière elle. « Laisse-le tranquille !» cria-t-elle à l'araignée. « N'essaye pas de le toucher !»« Merde, Beverly !» se dit Ben, qui se mit à courir à son tour, l'estomac ballottant devant lui, les jambes comme des pistons. Il avait vaguement conscience d'Eddie Casbrack, courant à sa gauche, tenant son inhalateur dans sa bonne main, comme un pistolet. Puis ça se redressa au-dessus de Bill, qui était désarmé. Ça l'enfouit sous son ombre, pattes battant l'air. Ben saisit Beverly à l'épaule, sa main la heurta puis glissa. Elle se tourna vers lui, les yeux fous, les lèvres lui découvrant les dents. « Aide-le !» hurla-t-elle. « Mais comment ?» répondit-il sur le même ton. Il fonça vers l'araignée, entendit son miaulement avide et plongea son regard dans ses yeux rouges, diaboliques, intemporels, et vit une forme en dessous de la forme. Quelque chose de pire qu'une araignée, quelque chose qui n'était que lumière démente. Il sentit son courage vaciller, mais c'est Bev qui le lui avait demandé, Bev qui l'aimait. « Saloperie, laisse Bill tranquille !» rugit-il. L'instant suivant, une main le frappait si sèchement à l'épaule qu'il faillit tomber. C'était Richie, qui, en dépit des larmes qui lui coulaient sur les joues, souriait comme un dément. Les coins de sa bouche donnaient l'impression de remonter jusqu'à ses oreilles. De la bave coulait entre ses dents. « Chopons-la, meule de foin !» hurla-t-il. « Chud, Chud !» Pourquoi en parle-t-il au féminin pensa stupidement Ben. Pourquoi dit-il « là » Et à haute voix « D'accord, mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, Chud ?» « Du diable si je le sais !» lui lança Richie, qui partit en courant vers Bill, vers l'ombre de ça. Ça, c'était plus ou moins accroupi sur ses pattes arrière. Celle de devant battait l'air au-dessus de la tête de Bill, et Stan Uris, forcé d'approcher, obligé d'approcher en dépit de tout ce qui dans sa tête et son corps lui criait de fuir, vit que Bill, la tête levée, fixait de ses yeux bleus les yeux oranges et inhumains de ça, des yeux d'où jaillissait cette abominable lumière cadavérique. Stan s'arrêta, comprenant que le rituel de Chud, quel qu'il fût, venait de commencer. « Qui es-tu ? Et pourquoi viens-tu à moi ? » ?»« Je m'appelle Bill Denbrough. Et tu sais qui je suis et pourquoi je suis venu ? Tu as tué mon frère, et je suis ici pour te tuer. Il ne fallait pas t'attaquer à lui, saloperie. »« Mais je suis éternelle. Je suis la dévoreuse des mondes. »« Ah oui ? Eh ben, dans ce cas, tu viens de faire ton dernier repas, Frangine. » Tu es sans pouvoir. De mon côté se trouve le pouvoir. Éprouve-le, morveux, et viens ensuite me raconter comment tu prétends tuer l'Éternel. Crois-tu m'avoir vu ? Tu n'as vu que ce que ton esprit te permet de voir ? Aimerais-tu me voir ? Viens donc alors, viens, morveux, viens. Lancer, non, pas lancer, tirer comme une balle vivante, comme le boulet de canon humain du cirque qui passait tous les ans à Derry en mai, il fut soulevé et emporté à travers le repère de l'araignée. C'est seulement dans mon esprit. Mon corps se tient toujours au même endroit, sans lâcher ça des yeux. Sois courageux, sois honnête, tiens le coup, tiens le coup.
Filant comme un obus dans un tunnel noir et dégoulinant aux parois carrelées en décomposition, vieilles de 50, 100, 1000 ou 1 million de milliards d'années, allez savoir, fonçant dans un silence mortel à travers les intersections parfois éclairées de feux vert jaune, parfois par des ballons pleins d'une lumière blanche spectrale au milieu d'autres d'un noir absolu, il se trouva projeté à une vitesse de 1000 km à l'heure, parmi des entassements d'ossements, certains d'humains, d'autres non. Il était comme un missile dans une soufflerie, dirigé maintenant vers le haut, non pas vers la lumière, mais vers l'obscurité. Quelque obscurité titanesque, avant d'exploser à l'extérieur, dans les ténèbres absolues, des ténèbres qui étaient tout, des ténèbres qui étaient le cosmos et l'univers. Et le sol de ces ténèbres était dur, dur. Il était comme de l'ébène poli sur laquelle il glissait sur la poitrine, le ventre et les cuisses, semblable à un galet de shuffleboard sur la glace. Il filait sur le plancher de la salle de bal de l'éternité, et l'éternité était noire. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches? Arrête cela! Pourquoi dis-tu cela? Cela ne t'aidera pas, stupide garçon. Sèche, archi-sèche? Mais arrête, hein. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Arrête, arrête, j'exige que tu arrêtes, je te l'ordonne. Et pourquoi cela ne te plaît pas? Si je pouvais seulement le dire à voix haute, le dire sans bégayer, je pourrais rompre cette illusion. Mais il ne s'agit pas d'une illusion, petit garçon insensé, mais de l'éternité. L'éternité dans laquelle tu es perdu, perdu pour toujours, incapable à tout jamais de trouver le chemin du retour et condamné à errer dans les ténèbres, après que tu m'auras rencontré face à face, en vérité. Mais il y avait quelque chose d'autre ici. Bill le sentait par tous ses sens, odorat compris, une présence immense devant lui dans l'obscurité, une forme. Il n'éprouvait pas de peur, mais un sentiment d'émerveillement religieux. Là se trouvait une puissance qui ridiculisait celle de ça, et Bill eut seulement le temps de penser, de façon incohérente, « je vous en prie, qui que vous soyez, souvenez-vous que je suis très petit. » Il se précipita vers la forme et vit qu'il s'agissait d'une grande tortue à la carapace constellée de couleurs éclatantes. Son antique tête reptilienne en surgit, et Bill se dit qu'elle paraissait éprouver une vague surprise méprisante pour la chose qui l'avait propulsée là. On lisait la bonté dans les yeux de la tortue. Bill songea qu'elle devait être la chose la plus vieille que l'on pût imaginer, infiniment plus vieille que ça, qui prétendait pourtant être éternelle. « Qui es-tu »« Je suis la tortue, fils. J'ai fait l'univers, mais je t'en prie, pas de reproches. J'avais mal au ventre. »« Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. »« Oh, je ne prends pas parti dans ces questions. »« Mais mon frère, il possède sa propre place dans le macronivers. L'énergie est éternelle, et même un enfant comme toi doit comprendre. » Il longeait en volant la tortue maintenant, et même à la vitesse folle à laquelle il passait, la carapace de l'entité paraissait ne jamais vouloir se finir. Il songea vaguement qu'il était un peu comme dans un train qui en croiserait un autre, un train si long, cependant, qu'il en paraissait immobile ou même avancé à reculons. Il entendait encore la voix de ça, tonitruante et bavarde, une voix aiguë et coléreuse, inhumaine, pleine d'une haine démente. Mais lorsque la tortue parla, la voix de ça fut complètement coupée. La tortue parla dans la tête de Bill, et Bill comprit, sans trop savoir comment, qu'il existait encore un autre, et que cet autre ultime demeurait dans un vide au-delà de celui-ci. Cet autre ultime était peut-être le créateur de la tortue, laquelle veillait simplement, et de ça, lequel seulement dévorait. Cet autre était une force au-delà de l'univers, un pouvoir au-delà de tous les pouvoirs, l'auteur de toutes les existences. Soudain, il pensa avoir compris. L'intention de ça était de le projeter à travers quelques parois à l'extrémité de l'univers pour le précipiter en un autre lieu. Celui que cette vieille tortue appelait le macronivers, peut-être? Lieu où ça vivait réellement, où ça existait, noyau titanesque et lumineux, tout en étant peut-être rien de plus qu'un moucheron infime dans l'esprit de cet autre. Il verrait ça, dans sa nudité, une chose faite d'une lumière informe et destructrice. Et là, il serait soit miséricordieusement anéanti, soit laissé en vie pour l'éternité. Dément et cependant conscient, prisonnier de cet être affamé, homicide, sans fin ni forme. « Je t'en prie, viens à mon aide, pour les autres. »« Mais tu dois t'aider toi-même, fils. »« Mais comment? Je t'en supplie, dis-moi comment? Comment ?»
Il était maintenant à la hauteur des pattes arrière aux écailles épaisses de la tortue. Il eut le temps d'observer ses chairs gigantesques et anciennes, le temps d'être frappé par les ongles puissants qui terminaient ses pattes. Ongles d'un étrange jaune bleuâtre, dans chacun desquels il vit tourbillonner des galaxies. « Je t'en prie, tu es bonne. Je sens et crois que tu es bonne. Je t'en supplie. Est-ce que tu ne peux pas m'aider, s'il te plaît ?»« Mais tu sais déjà ce qu'il faut faire. Il n'y a que Chud et tes amis. »« Je t'en prie, je t'en prie. »« Fils, il faut que les chemises de l'archiduchesse soient sèches, archi-sèches, c'est tout ce que je peux dire. Une fois que l'on est lancé dans ce genre de merdier cosmologique, on peut foutre en l'air tous les manuels d'instruction. » Il se rendit compte que la voix de la tortue s'affaiblissait. Il passait au-delà, filant comme un obus dans des ténèbres plus que profondes, insondables. La voix de la tortue était étouffée, engloutie, celle sardonique et ricanante de la chose qui l'avait projetée dans ce vide noir, la voix de l'araignée, la voix de ça. « Alors, mon petit, est-ce que ça te plaît ici? Apprécies-tu? Aimes-tu ça? Lui donnerais-tu 18/20, car le rythme est bon et que tu pourrais danser dessus? Est-ce qu'il ne te fait pas tressauter les amygdales, un coup à droite, un coup à gauche? La rencontre avec mon ami la tortue t'a-t-elle fait plaisir? Je croyais que cette vieille conne stupide était morte depuis longtemps, et pour tout le bien qu'elle t'a fait, il aurait pu tout aussi bien être ainsi. Crois-tu donc qu'elle a pu t'aider? » « Non, 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 les chemises, non. »« Mais arrête de bafouiller, le temps nous manque. Parlons tant que c'est encore possible. Parle-moi de toi, mon petit ami. Dis-moi, est-ce que tu aimes toute cette obscurité noire et froide ici? Prends-tu plaisir à ce grand voyage dans le néant qui s'étend à l'extérieur? Attends un peu de le franchir, mon petit ami. Attends un peu le moment où tu atteindras le lieu où je demeure. Attends cela. Attends les lumières mortes. Tu les verras et tu deviendras fou. Mais tu vivras. Tu vivras à l'intérieur, en dedans de moi. » Ça partit d'un rire malveillant, et Bill prit conscience que la voix de ça commençait à la fois à s'atténuer et à enfler, comme si à la fois il passait hors de sa portée et se précipitait vers lui. Et n'était-ce pas ce qui était en train de se passer? Oui, il le croyait, car alors que les voix étaient parfaitement synchronisées, celle vers laquelle il se précipitait maintenant sonnait totalement étranger à son oreille, émettant des syllabes qu'aucune gorge et langue humaine n'aurait pu reproduire. Telle est la voix des lumières mortes, pensa-t-il. Le temps nous manque. Parlons, parlons tant que c'est encore possible. La voix humaine de ça s'estompait, comme s'estompaient les émissions de la radio de Bangor lorsqu'on les captait en voiture en roulant vers le sud. Il fut saisi d'une aveuglante flambée de terreur. Il n'allait pas tarder à ne plus être en communication rationnelle avec ça. Quelque chose en lui le comprenait, car en dépit de ses rires et de ses sarcasmes, c'était bien ce que ça voulait. Non pas simplement l'expédier là où il se trouvait réellement, mais rompre leur communication mentale. Si elle cessait, il en serait détruit, complètement ravagé. Passer au-delà de la communication était passer au-delà de tout salut. Il comprenait fort bien cela à la façon dont ses parents s'étaient comportés vis-à-vis de lui après la mort de George. C'était la seule leçon qu'il pouvait tirer de leur froideur de congélateur. Quitter ça et approcher ça. Mais le quitter restait d'une certaine façon le plus important. Si ça voulait dévorer les petits-enfants là-bas, ou les y entraîner, ou il ne savait pas quoi, pourquoi ça ne les y avait-il pas tous envoyés? Pourquoi seulement lui? Parce qu'il devait débarrasser son soi araignée de lui, telle était la raison. D'une manière mystérieuse, le ça araignée et le ça qui se désignait lui-même comme lumière morte étaient liés. Quelle que fût la chose qui vivait dans ces ténèbres, elle y était peut-être invulnérable, mais ça se trouvait également sur la terre, sous Derry, dans un organisme physique. Aussi repoussant qu'elle fût à Derry, la présence de ça était physique, et ce qui était physique pouvait être tué. Bill filait, glissait dans l'obscurité, sa vitesse augmentant constamment. Qu'est-ce qui me fait comprendre que l'essentiel de ce que ça raconte n'est que du bluff, une vaste mascarade? Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi, et comment est-ce possible? Il crut le comprendre. Enfin, peut-être. Il n'y a que Chud, avait déclaré la tortue. Et si c'était vrai, s'ils s'étaient mordus mutuellement la langue, non pas physiquement, mais mentalement, spirituellement. Et en supposant que ça arrive à envoyer Bill suffisamment loin dans le vide, c'est-à-dire assez près de son souhait éternel désincarné, le rituel ne prendrait-il pas fin? Ça l'aurait arraché, tué, et aurait tout gagné en même temps. Tu t'en sors pas mal, fils, mais bientôt il sera trop tard. Ça a peur de moi, peur de nous tous. Il glissait, glissait, et il y avait une paroi devant lui, il la sentait.
Il la sentait approcher dans l'obscurité, la paroi à l'extrémité du continuum, au-delà de l'autre forme, les lumières mortes. Ne parle pas, fils, et ne te parle pas à toi-même, tu ne fais que te déchirer. Mors si tu veux, mors si tu l'oses, si tu peux avoir ce courage, si tu peux supporter. Mors dedans, fils. Bill mordit, non pas avec ses dents, mais avec les incisives de son esprit. Avec une voix abaissée d'une octave, une voix qui n'était pas la sienne. Il avait en fait adopté la voix de son père, mais il irait jusqu'à la tombe sans le savoir. Certains secrets restent tels, et sans doute vaut-il mieux. Et après avoir pris une grande inspiration, il cria « Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ?» Il sentit ça qui hurlait dans son esprit, hurlement de rage et de frustration, mais aussi de peur et de souffrance. Ça n'était pas habitué à ne pas être maître de la situation. Jamais rien de tel ne lui était arrivé, et jusqu'aux événements les plus récents de son existence, il n'avait pas soupçonné que cela puisse lui arriver. Bill le sentit qui se tordait contre lui, non pas le tirant, mais le poussant, essayant de se débarrasser de lui. « Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, j'ai dit. »« Mais arrête !»« Ramène-moi, tu es obligé de me ramener. Je te l'ordonne, je l'exige. » Ça hurla de nouveau, souffrant maintenant avec plus d'intensité, peut-être en partie parce que, alors que ça avait passé sa longue existence à infliger des souffrances, à s'en nourrir, ça n'en avait jamais éprouvé lui-même. Ça essaya tout de même de le repousser, de se débarrasser de lui, voulant, avec un entêtement aveugle, absolument gagner, comme Sal l'avait toujours fait par le passé. Il poussa, mais Bill sentit que sa vitesse diminuait, et une image grotesque lui vint à l'esprit, la langue de ça, couverte de cette bave vivante, étirée comme une épaisse bande de caoutchouc, se craquelant et saignant. Il se vit lui-même accroché aux dents à la pointe de cette langue, l'entaillant petit à petit, le visage inondé du fluide convulsif qui était son sang, se noyant dans sa mortelle puanteur, et pourtant tenant toujours ferme, se tenant accroché à quelque chose, tandis que ça se débattait dans ses souffrances aveugles et sa rage croissante pour ne pas laisser sa langue abandonnée. « Judd, c'est cela, Judd, tiens le coup, sois courageux, sois honnête. Tiens pour ton frère, tiens pour tes amis. Crois en toutes les choses en lesquelles tu as déjà cru. Crois que si tu dis à un policier que tu es perdu, il te ramènera sain et sauf à la maison. Crois qu'il existe une petite souris qui vit dans un énorme palais d'émail. Crois que le Père Noël habite au pôle Nord et qu'il fabrique des jouets aidés par une ribambelle d'elfes. Crois aussi que le marchand de sable pourrait être bien réel en dépit de Carlton, le grand frère de Calvin et Sissy Clark, qui dit que tout ça c'est des bêtises pour les bébés. Crois que ton père et ta mère t'aimeront à nouveau, que le courage est possible, que les mots te viendront tout le temps avec facilité. Fini les ratés, les perdants. Fini de se terrer au fond d'un trou dans le sol en le baptisant club souterrain. Fini d'aller pleurer dans la chambre de Georgie parce que tu n'as pas pu le sauver et ne savais pas. Crois en toi-même, crois en la chaleur de ce désir. Il se mit soudain à rire dans les ténèbres, non pas d'un rire hystérique, mais d'un rire qui exprimait un ravissement émerveillé, absolu. « Et merde, je crois en tous ces trucs !» clama-t-il. Et c'était vrai. Même à 11 ans, il avait déjà remarqué que les choses tournaient bien, une invraisemblable quantité de fois. Une lumière flamboya autour de lui. Il tendit les bras au-dessus de sa tête, leva le visage, et sentit soudain un torrent de puissance le traverser. Il entendit ça qui hurlait à nouveau, et brusquement il se trouva tiré en arrière, de même qu'il était venu, toujours accroché à l'image de ses dents plantées profondément dans la chair étrange de la langue de ça, ses dents verrouillées comme dans la grimace de la sinistre vieille mort. Il fila dans les ténèbres, les lacets de ses tennis volant derrière lui comme des bannières, le vent de ce lieu vide sifflant à ses oreilles. Il repassa près de la tortue et vit qu'elle avait rentré la tête sous sa carapace. Sa voix en émergeait, creuse et déformée, comme si même sa retraite était un puits profond de plusieurs éternités. « Pas si mal, fils, mais il faut finir le travail maintenant. Ne laisse pas ça s'échapper. L'énergie a une manière à elle de se dissiper, vois-tu. Ce qui peut être fait lorsque l'on a 11 ans, souvent ne peut pas l'être par la suite. » La voix de la tortue diminua. Il n'y eut plus qu'une petite obscurité torrentielle, puis l'embouchure du tunnel cyclopéen, les odeurs de la décrépitude et de la décomposition, des toiles d'araignée lui caressant le visage comme les rideaux de soie en lambeaux d'une maison hantée, flou de carrelage s'émiettant, croisement, tout noir maintenant, ballon lune disparu, et ça qui hurlait « Laisse-moi partir, je ne reviendrai jamais.
Laisse-moi partir, ça fait mal, mal. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Rugit Bill, presque pris de délire. Il voyait devant lui une lumière qui s'affaiblissait, qui brasillait, comme une grande bougie au bout de sa mèche. Et pendant un instant, il se revit, lui et les autres, se tenant par la main, Eddie d'un côté, Richie de l'autre. Il vit son propre corps affaissé, sa tête qui ballottait sur ses épaules, les yeux plongés dans ceux de l'araignée, laquelle tourbillonnait et se tordait comme un derviche, ses pattes épineuses battant le sol, du poison s'écoulant de son dard. Ça hurlait à l'agonie dans les affres de la mort. Du moins Bill le croyait-il, candide. Puis il vint s'encastrer dans son propre corps avec la violence d'une balle de baseball dans un gant lors d'un coup direct, avec une telle force que ses mains s'arrachèrent à celles d'Eddie et de Richie, et qu'il fut projeté à genoux, glissant sur les dalles jusqu'à toucher le bas de la toile d'araignée. Il tendit sans y penser une main vers un fil, et cette main fut immédiatement envahie par un engourdissement, comme si elle venait de recevoir une pleine ampoule de novocaïne. Le fil lui-même avait l'épaisseur d'un fil téléphonique. « Ne touche pas à ce truc, Bill !» lui cria Ben. Et Bill dut tirer plusieurs coups rapides pour en arracher la main. Une partie de sa paume, à la hauteur des premières phalanges, resta à vif. Elle se remplit de sang, et il se remit sur ses pieds en titubant, surveillant l'araignée de l'œil. Elle reculait en crabe devant eux maintenant, et se dirigeait vers le coin le plus sombre de la salle, dont l'éclairage baissait peu à peu. Elle laissait des flaques de sang noir sur son passage. Mystérieusement, la confrontation avait entraîné la rupture d'organes internes à une douzaine, peut-être même une centaine d'endroits différents. Il recula, levant la tête, tandis que des fils de la toile tombaient vers le sol, qu'il venait frapper autour de lui comme des serpents blancs et adipeux. Il perdait forme instantanément et s'infiltrait dans les fissures entre les dalles. La toile s'effondrait, se détachait de ses nombreux points d'ancrage. L'un des corps, encoconné comme une mouche, vint heurter le sol avec le bruit flasque et répugnant d'une calebasse pourrie. « L'araignée » cria Bill. « Où est-elle passée ?» Il entendait encore ça dans sa tête, miaulant et gémissant de douleur, et il comprit obscurément qu'elle s'était retirée dans le même tunnel où elle l'avait projeté auparavant. Mais s'y était-elle réfugiée pour regagner le lieu sans nom où elle avait projeté d'expédier Bill, ou pour s'y cacher jusqu'à leur départ, pour y mourir, ou pour y panser ses plaies? « Seigneur, les lumières !» s'écria Richie. « Les lumières s'éteignent. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Bill? Où es-tu allé? Nous t'avons cru mort. » Confusément, Bill comprit que c'était faux. S'il l'avait réellement cru mort, il se serait enfui, dispersé, et ça les aurait cueillis sans peine un par un. Ou peut-être serait-il plus juste de dire qu'ils avaient pensé qu'il était mort, mais l'avaient cru vivant. Il faut vérifier, être sûr. Si ça est en train de mourir, ou est retourné de l'endroit dont il est venu, où se trouve le reste de ça, c'est parfait. Mais s'il est simplement blessé, s'il arrive à s'en sortir... Le cri de Stan fit éclater le fil de ses pensées comme une vitre. Dans la lumière mourante, Bill vit que l'un des fils de la toile venait de tomber sur l'épaule de Stan. Mais avant que Bill ait pu l'atteindre, Mike s'était jeté sur le garçonnet plus petit que lui-même, le heurtant de plein fouet. Il emporta Stan dans son élan et le fil cassa, arrachant un fragment du polo de Stan. « Reculez !» leur cria Ben. « Éloignez-vous, tout s'écroule !» Lui-même saisit la main de Beverly et la tira en direction de la porte minuscule, tandis que Stan se remettait sur pied, jetait autour de lui un regard hébété et saisissait Eddie par son bras valide. Ils se dirigèrent ensemble vers Ben et Beverly, se soutenant mutuellement, l'air de deux fantômes dans le reste de lumière. Au-dessus de leur tête, la toile d'araignée continuait de s'affaisser, de tomber sur elle-même, de perdre son épouvantable symétrie. Les corps prisonniers tournoyaient dans l'air, paresseusement, comme de cauchemardesques bouchons au bout d'une canne à pêche. Les fils entrecroisés tombaient, barreaux pourris d'étranges et complexes échelles. Les bouts détachés heurtaient les dalles, sifflaient comme des chats, perdaient leur forme et se mettaient à s'épancher. Mike Hanlon suivit un chemin zigzagant entre eux, comme entre près d'une douzaine de lignes de défense adverses dans un match de football, tête baissée, et esquivant, se faufilant. Richie le rejoignit. Chose incroyable, ce dernier riait alors qu'il avait les cheveux dressés sur la tête comme des épines de porc-épic. Les lumières baissèrent encore. Les phosphorescences qui se tordaient sur les murs mouraient une à une. « Bill !» cria Mike. « Ramène-toi! Tire tes fesses de là !»« Mais si jamais ça n'est pas mort !» s'égosilla Bill. « Il faut lui courir après, Mike. Il faut être sûr. » Un fouillis de fil se détacha comme un parachute et tomba en produisant un horrible bruit de chair déchirée. Mike saisit Bill par le bras et le poussa de côté, le faisant trébucher. « Et ça est mort !» cria Eddie, les rejoignant.
Ses yeux étaient deux lumignons fébriles, sa respiration, le sifflement d'un vent d'hiver glacé dans sa gorge. Les débris de la toile, en le heurtant, avaient gravé d'étranges scarifications dans le plâtre de son bras. « Je l'ai entendu, ça mourait. Ce n'est pas le genre de bruit que l'on fait en allant à une partie de châtaigne. Ça crevait, j'en suis sûr. » Les mains de Richie s'avancèrent à tâtons dans la pénombre grandissante, s'emparèrent de Bill et l'étreignirent convulsivement. Puis il se mit à lui marteler le dos, extatique. « Moi aussi je l'ai entendu, ça crevait, grand Bill, j'en suis sûr. Et tu ne bégayes plus du tout. Comment as-tu fait cela? Mais comment diable ?» La tête de Bill lui tournait. Les mains lourdes et maladroites de l'épuisement pesaient sur lui. Il ne se souvenait pas s'être jamais senti aussi fatigué. Mais dans son esprit, il entendait la voix traînante et comme à bout de force de la tortue. « Il faut finir le travail maintenant. Ne laisse pas ça s'échapper. Ce qui peut être fait lorsque l'on a 11 ans, souvent ne peut pas l'être fait par la suite. »« Non, mais il faut être sûr, » reprit Bill. Les ombres se rejoignaient et l'obscurité était maintenant presque totale. Cependant, avant que le noir ne fût complet, il crut lire le même doute infernal sur le visage des Beverly et dans les yeux de Stan. Et quand la dernière lueur eut disparu, ils purent pourtant entendre les chuintements suivis d'un bruit sourd de l'innommable toile tombant en morceaux. « Tiens, te voilà donc de retour, mon petit pote. Mais qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Tu es aussi chauve qu'une boule de billard, ma parole. C'est bien triste, la brièveté de ces vies humaines. Chacune n'est qu'un court récit écrit par un idiot, sans compter... Je m'appelle toujours Bill Denbrough, et tu as tué mon frère George avec Stanek le mec, mon ami, et tu as essayé de tuer Mike, et moi je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, je ne m'arrêterai que lorsque le boulot sera achevé. La tortue est trop stupide pour mentir. Elle t'a dit la vérité, mon petit pote, c'est une chance qui ne se présente qu'une fois. Tu m'as fait mal, tu m'as surpris, mais c'est fini cela. C'est moi qui t'ai rappelé, moi. Hein, tu m'as rappelé, si tu veux, mais tu n'es pas le seul. Oh, ton amie la tortue? Mais elle est morte il y a quelques années. Elle a dégobillé dans sa carapace et s'est étouffée à en crever sur une galaxie ou deux. Bien triste, tu ne trouves pas? Mais aussi bien bizarre. Mérite une place dans le livre des records, non? C'est arrivé à peu près au moment où tu as connu ce blocage d'écriture. Sans doute l'as-tu senti partir, mon petit pote? Non, cela je ne le crois pas davantage. Oh, tu finiras par le croire, tu verras. Cette fois-ci, mon petit pote, j'ai prévu de tout te montrer, y compris les lumières mortes. Il sentit la voix de Ça qui s'élevait, qui grondait, un véritable tintamarre, et il éprouva enfin sa fureur dans toute son étendue. Il fut terrifié. Il rechercha la langue de son esprit, se concentrant, s'efforçant désespérément de retrouver dans toute sa plénitude ses convictions enfantines et comprenant en même temps la mortelle vérité des paroles de Ça. La dernière fois, Ça était non préparé. Aujourd'hui, même si Ça n'avait pas été le seul à le rappeler, Ça l'avait incontestablement attendu. Néanmoins, il sentit monter sa propre fureur, nette, chantante, tandis que ses yeux se fixaient sur les yeux de Ça. Il sentit ses anciennes cicatrices, il sentit qu'il avait été gravement atteint, il sentit qu'il souffrait encore. Et lorsque Ça le propulsa, au moment où il fut arraché à son propre corps, il se concentra de tout son être pour s'emparer de sa langue, mais manqua de prise. Les 4 autres regardaient, paralysés. C'était la répétition exacte de ce qui s'était passé une première fois, du moins au début. L'araignée, qui semblait sur le point de s'emparer de Bill et de l'engloutir, s'immobilisa soudain. Les yeux bleus de Bill, ce rubis de l'araignée, s'étaient trouvés et ne se lâchaient plus. Les 4 sentirent que s'établissait un contact à peine au-delà de leur capacité de pressentiment. Mais ils percevaient un combat, un affrontement de volonté. C'est alors que Richie leva les yeux vers la nouvelle toile et vit la première différence. Certes, il y avait, comme autrefois, des cadavres suspendus, à demi dévorés, à demi putréfiés, mais plus haut, dans un coin, se trouvait un autre corps qui parut tout récent à Richie, peut-être encore vivant. Beverly n'avait pas levé les yeux, son regard ne quittait pas l'affrontement de Bill et de l'araignée, mais même dans son épouvante, Richie s'aperçut de la ressemblance qui existait entre elle et la femme dans la toile. Elle avait de longs cheveux roux, ses yeux ouverts restaient vitreux et immobiles. Un filet de salive avait coulé sur son menton du coin gauche de sa bouche. Elle avait été attachée à l'un des câbles principaux de la toile par un harnais arachnéen qui passait autour de sa taille et sous ses bras,
si bien qu'elle pendait, penchée en avant, bras et jambes se balançant mollement. Elle avait les pieds nus. Richie aperçut alors un autre corps tout recroquevillé au pied de la toile, celui d'un homme qu'il ne connaissait pas. Puis son esprit releva, presque inconsciemment, une vague ressemblance avec feu le peu regretté Henry Bowers. Du sang avait coulé des yeux de l'homme et une écume rouge séchée lui barbouillait la bouche et le menton. C'est à cet instant que Beverly cria « Quelque chose cloche! Quelque chose est allé de travers! Il faut réagir! Pour l'amour du ciel, est-ce que quelqu'un va réagir ?» Le regard de Richie revint brusquement sur Bill et l'araignée, et il crut entendre ou sentir un rire monstrueux. De manière subtile, le visage de Bill s'étirait. Sa peau avait pris un teint jaunâtre de vieux parchemin. On ne voyait plus que le blanc de ses yeux. « Oh, Bill, mais où es-tu » Sous les yeux de Richie, des bulles de sang jaillirent brusquement du nez de Bill, tandis que sa bouche se tordait, essayait de crier, et l'araignée qui de nouveau avançait sur lui se tournait de manière à présenter son dard. Elle veut le tuer son corps du moins, pendant que son esprit se trouve quelque part ailleurs. Elle veut le faire taire pour toujours, et elle est en train de gagner, Bill. Mais où es-tu? Pour l'amour du ciel, où es-tu? Alors, venant d'une distance inimaginable, Richie entendit Bill crier faiblement, et les mots, bien que dépourvus de sens, étaient de la clarté du cristal et débordaient d'un épouvantable « La tortue est morte! Mon Dieu, la tortue est vraiment morte !» désespoir. Bev hurla de nouveau et porta les mains à ses oreilles, comme pour faire taire cette voix affaiblie. Le dard de l'araignée se souleva et Richie bondit vers ça, un grand sourire sur les lèvres, et l'interpella avec la voix du flic irlandais à son meilleur. « Allons, voyons, ma petite dame, par le diable et l'enfer, que croyez-vous donc que vous allez faire? Rentrez-moi cet engin, et plus vite que cela, avant que j'aille tirer sur vos cotillons et défriser un peu vos bouclettes. » L'araignée arrêta de rire, et Richie sentit monter en elle un hurlement de colère et de douleur. « Je l'ai blessé, pensa-t-il triomphalement. « Je l'ai blessé? Qu'est-ce que vous en dites, les mecs, hein? Et devinez quoi? Je lui ai chopé la langue. Je crois que Bill l'a manqué, mais pendant un moment de distraction de ça, j'ai... » C'est alors que ça jeta sur lui, avec des vociférations, une ruche d'abeilles en furie qui se mirent à tourbillonner dans sa tête. Il se trouva arraché à lui-même et plongé dans les ténèbres, ayant vaguement conscience que ça essayait de le détacher de lui à grandes secousses. Et ça s'en sortait pas mal, à vrai dire. L'épouvante envahit Richie, bientôt remplacé par un sentiment d'absurdité cosmique. Il se rappela Beverly avec son yo-yo quand elle lui avait montré comment le faire dormir au bout de son fil, comment lui faire le toutou, le tour du monde. Et c'était maintenant lui, Richie, le yo-yo humain, qui pirouettait au bout de la langue de ça. Et la figure qu'il faisait n'était pas la promenade du toutou, mais plutôt celle de l'araignée. C'était d'une grande drôlerie, non? Richie éclata de rire. Il était mal élevé de rire à la bouche pleine, bien sûr, mais le guide des bonnes manières ne devait guère compter de lecteur là où il se trouvait. Idée qui le fit rire et mordre encore plus fort. L'araignée hurla et le secoua de plus belle, clamant sa colère de s'être ainsi laissé surprendre une deuxième fois. Elle s'était imaginé que seul l'écrivain était en mesure de la défier, et voici que cet homme qui s'esclaffait comme un potache venait de lui tomber dessus au moment où elle s'y attendait le moins. Richie se sentit glisser. « Eh, attendez une petite minute, señorita, qu'on va sortir d'ici ensemble, ou alors je ne vous vends pas un seul billet de loteria, que tout s'il gagne, y est que les jours sur la tête de ma maman. » Il sentit ses dents s'enfoncer de nouveau, plus solidement cette fois, mais aussi une très légère douleur quand les crocs de ça s'enfoncèrent dans sa propre langue. Bon sang, cela restait tout de même rigolo, malgré tout. Même dans les ténèbres, se retrouver propulsé derrière Bill avec seulement la langue de cet innommable monstre pour le relier à son monde, même avec la douleur de la morsure de ses crocs empoisonnés qui lui envahissait l'esprit comme un brouillard rouge, c'était bougrement rigolo. « Visez-moi un peu ça, les mecs, le premier disque de jockey volant de l'histoire. » Bon, très bien, il volait. Richie se trouvait dans des ténèbres encore plus profondes que ce qu'il avait jamais connues, des ténèbres dont il n'aurait même jamais soupçonné l'existence, et fonçait à ce qui lui semblait être la vitesse de la lumière, tout en étant secoué comme un rat par un chien ratier. Il sentit qu'il y avait quelque chose en avant de lui, quelque cadavre titanesque. Était-ce la tortue sur le sort de laquelle Bill s'était lamenté d'une voix de plus en plus faible? Sans doute. Ce n'était qu'une carapace, une coquille vide. Elle fut rapidement derrière lui, et il poursuivit sa course dans l'obscurité. « Ça déménage maintenant, pensa-t-il, et il éprouva l'irrésistible besoin de se remettre à caqueter. « Bill, Bill, est-ce que tu m'entends » Il est parti. Il est parti dans les lumières mortes. « Mais lâche-moi, lâche-moi » Incroyablement loin, loin dans les ténèbres. « Bill, Bill, je suis là.
Trouve une prise, pour l'amour de Dieu, trouve une prise. Il est mort. Vous êtes tous morts. Et vous êtes trop vieux. Ne comprenez-vous pas cela? Et maintenant, lâche-moi. Non, salope, on n'est jamais trop vieux pour la danse de Saint-Guy. Lâche-moi. Oui, peut-être. Amène-moi près de lui et on verra. Plus près. Grâce à Dieu, il était plus près maintenant. Voilà, j'arrive, Grand Bill. La grande gueule à la rescousse, pour tirer tes vieilles fesses pelées de là. Je te devais bien ça depuis l'affaire de Delmore Street, non? Lâche-moi. Ça souffrait terriblement maintenant. Et Richie comprit à quel point il l'avait pris par surprise. Ça avait cru n'avoir affaire qu'à Bill, et bien c'était parfait, absolument parfait. Pour l'instant, Richie ne se souciait pas de tuer ça. Il n'était d'ailleurs pas sûr qu'il pût être tué. Mais Bill, lui, pouvait l'être, et Richie sentait que le temps qui lui restait était très, très limité. Bill se rapprochait à toute allure d'une pénible surprise, de quelque chose sur quoi il valait mieux ne pas s'appesantir. « Richie, non, retourne-t'en, ce sont les limites de toute chose ici, les lumières mortes. »« Que, ma parole, on dirait que tu es sur une canasson de minuit, señor. Où que t'es, mon bonhomme, et souris que je vois où que t'es. » Et soudain Bill fut là, glissant d'un côté, le gauche, le droit, il n'y avait aucune direction ici, ou de l'autre. Et au-delà de lui, arrivant très vite, Richie vit ou sentit quelque chose qui tarit instantanément la source de son rire. Une barrière, quelque chose avec une forme étrange, non géométrique, que son esprit ne pouvait saisir. Il la traduisit donc du mieux qu'il put, comme avait été traduite en araignée la forme de ça, et Richie la vit donc sous celle d'une colossale paroi grise en pieux de bois fossilisé. Ces pieux se prolongeaient éternellement vers le haut et vers le bas, comme les barreaux d'une cage, et derrière brillait une grande lumière aveugle. Elle flamboyait et se déplaçait, souriait et ricanait. La lumière vivait. Les lumières mortes étaient plus que vivantes, débordantes d'une force. Magnétisme, gravité, peut-être quelque chose d'autre. Richie se sentit soulevé et lâché, tiré et lancé comme une toupie, comme s'ils s'étaient trouvés au milieu de rapides dans une gorge étroite. Il sentait la lumière se déplacer avec avidité sur son visage, et la lumière pensait. C'est ça, le reste de ça. Lâche-moi maintenant, tu m'as promis de me lâcher. Je sais, mais parfois, ma petite dame, il m'arrive de mentir, même que ma maman, elle m'a battu pour ça. Mon paternel, lui, il a laissé tomber. Il sentit Bill culbuter vers l'une des ouvertures de la paroi. Il sentit les doigts mauvais de la lumière se tendre vers lui, et avec un ultime effort désespéré, il se tendit vers son ami. « Bill, ta main, donne-moi ta main. Ta main, nom de Dieu, ta main !» Bill tendit la main. Ses doigts s'ouvraient et se fermaient, le feu vivant rampant et se tordant sur son anneau de mariage et y traçant des runes primitives. Roue, croissant, étoile, cercle enchaîné qui peu à peu l'emmaillotait. La même lumière courait sur le visage de Bill qui paraissait tatoué. Richie s'étira autant qu'il le put, tandis que ça hurlait et gémissait. « Je l'ai manqué, oh mon Dieu, je l'ai manqué, et il va être propulsé à travers !» Les doigts de Bill se replièrent alors sur ceux de Richie, qui referma sa main en poing. Les jambes de Bill passèrent par l'une des ouvertures entre les pieux pétrifiés, et pendant quelques instants de pure folie, Richie se rendit compte qu'il voyait tous les os, toutes les veines et les artères, toutes les capillaires à l'intérieur, comme si son ami venait d'être placé dans la plus puissante machine à rayons X du monde. Richie eut l'impression que les muscles de son bras s'allongeaient, comme du caramel, et entendit son épaule craquer et gémir, protestant au fur et à mesure qu'augmentait l'effet de traction. Faisant appel à ses ultimes réserves de force, il cria alors « Ramène-nous maintenant, ramène-nous ou je te tue, je te vitupère à mort !» L'araignée poussa un hurlement strident, et Richie sentit brusquement une sorte de claquement de fouet géant lui traverser le corps. Son bras se réduisait à une barre douloureuse chauffée à blanc. Il commença à lâcher prise sur la main de Bill. « Tiens le coup, grand Bill !»« Je te tiens, Richie, je te tiens !»« T'as intérêt, pensa Richie, sarcastique, parce que tu pourrais bien marcher pendant 10 milliards de kilomètres sans trouver une seule chiotte payante, moi je te le dis. » Ils refluèrent à toute allure. La lumière d'aimante faiblit, se réduisit bientôt à quelques trous d'aiguilles scintillants, puis disparut. Ils fonçaient à nouveau dans les ténèbres comme deux torpilles, Richie les dents toujours solidement plantées dans la langue de ça, et tenant toujours d'une main douloureuse Bill par le poignet. Ils croisèrent la tortue, et en un clin d'œil, ils la dépassèrent. Richie se rendit compte qu'ils se rapprochaient de ce qui était pour eux le monde réel, quoi que ce fût, et bien qu'il crût n'être plus jamais à même de le considérer comme véritablement réel. Il ne pourrait plus le voir que comme un habile décor de théâtre, soutenu par tout un entrecroisement de câbles et de montants,
Des câbles comme les fils d'une toile d'araignée. On va s'en sortir pourtant, pensa-t-il. On va revenir. C'est alors que commença la grande bousculade. Coup de fouet, coup de boutoir, projection d'un côté et de l'autre, ça essayant une dernière fois de se débarrasser d'eux tant qu'ils étaient encore à l'extérieur. Richie sentit qu'il était sur le point de lâcher prise. Il entendit le cri guttural de triomphe de ça et se concentra sur ses mâchoires. Mais elles continuaient de se desserrer. Il mordit frénétiquement, mais on aurait dit que la langue de l'araignée perdait substance et réalité, qu'elle devenait comme la soie de sa toile. « À l'aide !» s'égosilla Richie. « Je le perds ! À l'aide ! Que quelqu'un nous vienne en aide !» Eddie, qui se rendait partiellement compte de ce qui se passait, il le sentait plus ou moins, le voyait plus ou moins, mais comme à travers un voile de gaz. Quelque part, Bill et Richie luttaient pour revenir. Leur corps se trouvait ici, mais le reste, c'est-à-dire l'essentiel d'eux-mêmes, se trouvait infiniment loin. Il avait vu l'araignée se tourner pour empaler Bill de son dard, puis Richie courir vers lui, insultant ça avec ce ridicule accent, sa voix de flic irlandais, celle qu'il aimait imiter autrefois. Sauf que Richie avait bougrement amélioré son numéro avec les années, car son timbre ressemblait de façon époustouflante à celui du brave Monsieur Nell de l'ancien temps. L'araignée s'était alors tournée vers Richie, et Eddie avait vu ses immondes yeux couleur de rubis saillir dans leurs orbites. Richie cria encore, prenant cette fois sa voix de Pancho Vanilla, et Eddie avait entendu l'araignée hurler de douleur. Eddie poussa un jappement rauque lorsqu'il s'aperçut que s'ouvrait, le long d'une des cicatrices laissées par leur premier affrontement, une plaie fraîche dans la toison hirsute du monstre. Un flot de chyle, noir comme du brut d'Arabie, se mit à en dégouliner. Richie avait commencé à dire autre chose, puis sa voix s'était mise à diminuer, comme à la fin de certaines chansons pop. La tête renversée en arrière, il était resté le regard fixé sur les yeux de ça. L'araignée s'était de nouveau calmée. Eddie n'avait aucune idée du temps qui s'était écoulé ensuite. Richie et l'araignée ne se quittaient pas des yeux. Eddie sentait qu'ils étaient en quelque sorte verrouillés l'un à l'autre, et que quelque part, très loin, se déroulait un dialogue violent chargé d'émotions. Il n'en distinguait rien avec clarté, mais ressentait les choses comme des tonalités, des nuances de couleurs. Bill gisait sur le sol, saignant du nez et des oreilles, les doigts agités de légers tressaillements, son long visage blême, les yeux fermés. L'araignée perdait maintenant son sang en 4 ou 5 endroits différents, grièvement blessée, mais encore dangereusement vivante, et Eddie pensa « Qu'est-ce que nous faisons là, à attendre sans rien faire ? On pourrait affaiblir ça, pendant que l'araignée est occupée avec Richie ? Pourquoi personne ne bouge, pour l'amour du ciel ?» Il éprouva alors un sentiment de triomphe sauvage, une sensation claire et précise, comme aucune encore, sensation de proximité aussi. « Ils reviennent !» avait-il envie de crier. « Ils reviennent !» La tête de Richie commença à se tourner lentement d'un côté et de l'autre. Son corps donna l'impression d'onduler sous ses vêtements. Ses lunettes restèrent quelques instants accrochées au bout de son nez, puis tombèrent et se brisèrent en morceaux sur les dalles de pierre. L'araignée bougea dans un cliquetis sec de pattes cornées heurtant le sol. Eddie l'entendit pousser son horrible cri de triomphe, puis il y eut la voix de Richie, claire et sonore dans sa tête. « À l'aide ! Je le perds ! Que quelqu'un nous vienne en aide !» Eddie courut vers eux, extirpant son inhalateur de sa poche de sa main valide, lèvres étirées et en grimace, l'air passant en sifflant dans sa gorge douloureuse réduite, du moins il en avait l'impression, à un trou d'épingle. Le visage de sa mère se mit à danser, grotesque, devant lui, gémissant. « Ne t'approche pas de cette chose, Eddie ! Ne t'en approche pas. Des choses comme ça donnent le cancer. »« La ferme, maman !» fit Eddie dans un cri suraigu, un cri de toute la voix qui lui restait. La tête de l'araignée se tourna vers ce bruit, ses yeux abandonnant momentanément Richie. « Par ici !» ulula Eddie de sa voix étranglée. « Par ici ! Goûte donc à ce truc !» Il bondit vers ça en déclenchant en même temps l'inhalateur et, pendant un instant, toute sa confiance d'enfant dans le produit lui revint. C'était le médicament qui pouvait tout résoudre, qui lui permettait de se sentir mieux quand les grands le tarabustaient ou lorsqu'il se faisait renverser dans la bousculade des sorties de classe, ou encore quand il était obligé de faire tapisserie sur les terrains des frères Tracker pendant que les autres jouaient au baseball, ce que sa mère lui interdisait sans appel. C'était un bon médicament, un médicament puissant, et tandis qu'il sautait à la tête de l'araignée, assailli par son immonde puanteur jaune, se sentant lui-même submergé par la fureur et la détermination avec lesquelles ça s'efforçait de tous les massacrer, il propulsa une giclée d'Hydro-X dans l'un des yeux rubis. Il sentit ou entendit son cri, non pas de rage cette fois, seulement de douleur, un épouvantable cri d'angoisse.
Il vit la brume des gouttelettes se poser sur ce gonflement écarlate, ces gouttelettes virer au blanc et s'enfoncer comme l'aurait fait une giclée d'acide phénique. Il vit l'énorme œil se mettre à s'aplatir comme un jaune d'œuf sanglant et s'écouler en ruisselets horribles, mélange de sang vivant, de chyle et de pu. « Reviens à la maison maintenant, Bill !» cria-t-il avec ce qui lui restait de voix. Puis il frappa à ça. Sa méphitique chaleur monta le long de son bras, cuisante, humide, atroce. Il prit alors seulement conscience qu'il avait enfoncé son bras valide dans la gueule de l'araignée. Il déclencha une nouvelle fois l'inhalateur, projetant la giclée droit dans sa gorge ce coup-ci, droit dans cet abominable œsophage puant la décomposition, et il eut un brusque élancement de douleur, aussi net que si un couperet venait de s'abattre, lorsque les mâchoires de ça se refermèrent sur son bras et le déchirèrent à la hauteur de l'épaule. Eddie retomba sur le sol, des jets de sang giclant du moignon de son bras, et se rendit vaguement compte que Bill se remettait debout, vacillant, que Richie venait vers lui en titubant et trébuchant comme un ivrogne à la fin d'une longue nuit de beuverie. « Ed !» Très loin, sans importance. Avec le sang de sa vie, tout s'écoulait de lui, toute la rage, toute la douleur, toute la peur, toute la confusion, tout ce qui était blessé en lui. Il supposa qu'il était en train de mourir, et cependant il se sentait... Oh mon Dieu, il se sentait si lucide, si transparent, comme une vitre que l'on vient de faire et qui laisse pénétrer la lumière redoutablement glorieuse d'une aube que l'on n'aurait pas soupçonnée. La lumière, oh mon Dieu, cette lumière d'une parfaite rationalité qui éclaire l'horizon quelque part sur la terre à chaque seconde. Ed, oh mon Dieu, Bill, Ben, quelqu'un, il a perdu un bras. Eddie ouvrit les yeux, vit Beverly qui pleurait, ses larmes qui couraient le long de ses joues couvertes de crasse tandis qu'elle passait un bras sous lui. Il se rendit compte qu'elle venait d'enlever sa blouse et s'en servait pour tenter de contenir l'hémorragie, et que c'était elle qui criait à l'aide. Puis il aperçut Richie et se passa la langue sur les lèvres. Tout s'estompait, tout s'éloignait, tandis qu'il devenait de plus en plus transparent. Toutes les impuretés s'écoulaient de lui pour qu'il pût devenir plus limpide, pour que la lumière pût le traverser, et s'il avait eu le temps, il aurait su faire tout un sermon là-dessus. Ce n'est pas si mal, aurait-il commencé, pas si mal du tout. Mais il avait quelque chose à dire auparavant. « Richie !» murmura-t-il. « Quoi ?» Richie était à quatre pattes à côté de lui et le regardait avec désespoir. « Ne m'appelle pas Ed !» fit Eddie avec un sourire. Il leva lentement la main gauche et vint toucher la joue de son ami. Richie pleurait. « Tu sais que je... » Eddie ferma les yeux, songeant à la façon de finir sa phrase, et mourut pendant qu'il réfléchissait. Vers 7 heures, le vent atteignit à Derry la vitesse de 60 km/h, avec des pointes à 70. Harry Brooks, un météorologue de l'aéroport international de Bangor, avisa, alarmé, l'antenne de la météorologie nationale d'Augusta. Les vents, disait-il, arrivaient de l'ouest et soufflaient selon un modèle semi-circulaire, quelque chose qu'il n'avait encore jamais vu. Cela lui faisait de plus en plus l'effet d'une variété bizarre de mini-ouragans, car le phénomène se limitait à Derry et ses abords. À 7h10, les principales stations de radio de Bangor diffusèrent les premiers avertissements et mises en garde. L'explosion du transformateur du terrain des frères Tracker avait provoqué une coupure d'électricité pour toute la partie de Derry située du côté de Kansas Street des Friches. À 7h17, un vieil et vénérable érable, du côté de Old Cape des Friches, s'abattit avec un bruit assourdissant de bois déchiré et aplatit un débit de boissons au coin de Merritt Street et Cape Avenue. Un client âgé, Raymond Fogarty, fut tué par la chute d'un réfrigérateur à bière. Il s'agissait du même Fogarty qui, en tant que pasteur de la First Methodist Church de Derry, avait présidé aux funérailles de George Denbrough en octobre 57. La chute de l'érable géant entraîna la rupture de suffisamment de câbles électriques pour priver de courant non seulement le quartier Old Cape, mais aussi celui un peu plus chic de Chetburn Woods. L'horloge du clocher de l'église méthodiste n'avait sonné ni 6 heures, ni 7 heures. Vers 7h20, 3 minutes après la chute de l'érable et environ 1h15 après l'explosion de toutes les toilettes du quartier d'Old Cape, elle se mit à sonner 13 coups. 1 minute plus tard, la foudre, en un éclair bleu-blanc, vint s'abattre sur le clocher. Ifer Libby, la femme du pasteur, qui regardait à ce moment-là par la fenêtre de sa cuisine dans le presbytère, déclara que le clocher avait explosé comme s'il avait été bourré de dynamite. Planches blanchies à la chaux, poutres et chevrons en morceaux et fragments du mécanisme de l'horloge suisse retombèrent en averse dans la rue. Des torrents d'eau écumeuse commençaient à dévaler les artères en pente, convergeant vers le secteur commercial du centre-ville.
Sous Main Street, les eaux gonflées du canal se trahissaient par un grondement sourd et un léger tremblement du sol. Les gens se regardaient, mal à l'aise. À 7h25, après que l'explosion titanesque du clocher Baptiste résonnait encore dans les oreilles, l'homme qui venait tous les matins, sauf le dimanche, faire le ménage au Wallis Spa, vit dans l'établissement quelque chose qui le jeta, hurlant, dans la rue. Ce personnage, déjà alcoolique à son entrée à l'université du Maine, 11 ans auparavant, était payé une misère pour ses services. Étant entendu que son véritable salaire était constitué par le droit absolu de finir tout ce que les tonneuses de bière mises en Perse la veille contenaient encore. Richie Tozier aurait peut-être pu se souvenir de lui. Il s'agissait de Vincent Caruso Taliendo, mieux connu par ses anciens camarades de classe sous le nom de Boogers Taliendo. Tandis qu'il poussait son balai, en cette apocalyptique matinée, se rapprochant progressivement du bar, il vit les 7 robinets à bière, 3 Budweiser, 2 Narragansett, une Schlitz, mieux connue sous l'appellation de Slitz par les proches du Wallis, et une Miller Lite, s'incliner de la tête en écume blanche et bulles dorées. Vince se précipita, car loin de penser à des fantômes, il ne voyait qu'une chose, ses bénéfices matinaux partaient par le trou d'évacuation. Puis il fit un arrêt brusque, dérapant, et un cri, sorte des gémissements d'horreur, s'éleva du trou à rats vide et empestant la bière qu'était le Wallis Spa. À la place de la bière coulait un flot de sang artériel. Il tourbillonna dans les becs chromés, déborda et se mit à ruisseler le long du bar. C'est alors que les robinets commencèrent à vomir des cheveux et des morceaux de chair. Boogers Taliendo contemplait ce spectacle, paralysé d'effroi, incapable de trouver suffisamment de force pour hurler de nouveau. Puis il y eut une explosion sourde et mate sous le comptoir, lorsqu'éclata l'un des tonneaux de bière. Toutes les portes basses qui le fermaient s'ouvrirent en même temps, et une fumée verdâtre, celle que pourrait produire un magicien au moment fort de son tour, en sortit par bouffées. Boogers en avait suffisamment vu. Retrouvant ses poumons, il fonça vers la rue, transformé maintenant en cours d'eau peu profond. Il tomba sur les fesses, se releva et jeta un coup d'œil terrifié par-dessus son épaule. L'une des fenêtres de l'établissement vola en éclats avec une détonation comme un coup de fusil. Des fragments de verre passèrent en sifflant près de ses oreilles. Un instant plus tard, une deuxième fenêtre explosait. Une fois de plus, il en sortit miraculeusement indemne. C'est alors qu'il décida, vu la tournure que prenaient les choses, que le moment était venu pour lui d'aller rendre visite à sa sœur à Eastport. Il se mit en route sur le champ, et son odyssée pour atteindre les limites de la ville constituerait une saga à elle seule. Qu'il suffise de dire qu'il réussit finalement à sortir de la ville. Tout le monde n'a pas eu autant de chance. Aloysius Nell, qui venait de fêter ses 77 ans, regardait en compagnie de sa femme la tempête qui s'abattait sur Derry, assis dans son salon. À 7h32, il mourut d'une crise cardiaque. Mrs. Nell raconta plus tard à son frère qu'Aloysius avait laissé tomber sa tasse de café sur le tapis, s'était raidi sur sa chaise et, les yeux agrandis, fixes, s'était écrié « Allons, allons, ma petite dame, par le diable et l'enfer, que croyez-vous donc que vous allez faire ? Rentrez-moi cet engin plus vite que cela, avant que j'aille tirer sur vos cotilles !» Sur quoi il était tombé de son siège, écrasant la tasse de café sous lui. Maureen Nell, qui n'ignorait pas que la toquante de son époux était en fort mauvais état depuis quelques années, comprit immédiatement que tout était terminé pour lui, et après avoir desserré son col, elle courut au téléphone appeler le père McDowell. Mais le téléphone était en dérangement. Il n'en sortait qu'un bruit curieux, comme celui d'une sirène de voiture de police. C'est ainsi, bien qu'elle eût su qu'il s'agissait probablement d'un blasphème, qu'elle avait tenté elle-même de lui octroyer les derniers sacrements. Elle avait le sentiment qu'il lui faudrait en rendre compte à Saint-Pierre le jour où son tour viendrait. Mais, dit-elle à son frère, elle était sûre que Dieu se montrerait compréhensif si Saint-Pierre ne l'était pas. Aloysius avait été un bon mari et un bon compagnon, et s'il lui arrivait de boire plus que de raison, c'était à cause de son ascendance irlandaise. À 7h49, une série d'explosions secoua le centre commercial de Derry, situé sur l'emplacement des anciennes aciéries Kitchener. Personne ne fut tué, le centre n'ouvrait pas avant 10h, et les 5 hommes de l'équipe de nettoyage n'arrivaient qu'à 8h. Et par une telle matinée, on peut se demander s'il s'en serait présenté un seul, de toute façon. Plus tard, une escouade d'investigateurs arriva à la conclusion que l'on ne pouvait retenir l'hypothèse d'un sabotage. Ils laissèrent entendre, plutôt vaguement, que les explosions avaient sans doute eu pour origine l'inondation du système électrique du centre. Toujours est-il que les clients n'allaient pas se bousculer au centre commercial pendant un bon bout de temps. L'une des explosions avait complètement détruit une bijouterie. Il y eut une véritable averse de bagues, de bracelets, de gourmettes, de colliers, de broches, de rangs de perles,
d'alliances et de montres numériques Seiko, averses brillantes, étincelantes. Une boîte à musique vola jusqu'au bout de l'allée est et atterrit dans la fontaine d'un magasin, où elle joua quelques mesures pétillantes du thème de Love Story avant de rendre l'âme. La même explosion détruisit le mur de séparation avec le magasin voisin, un Baskin-Robbins, et les 31 parfums de crème glacée ne tardèrent pas à se transformer en un magma qui se mit à couler en ruisselets épais et opaques sur le sol. La déflagration qui se produisit chez Sears ouvrit un trou dans le toit. Le vent s'empara du fragment, le fit tournoyer comme un cerf-volant avant de l'abandonner à 1 millier de mètres du centre. Il s'abattit sur un silo qui l'ouvrit en deux, celui d'un fermier du nom de Brent Kilgalon. Le fils adolescent de Kilgalon se précipita avec son Kodak et prit un cliché. Le National Handkehrer le lui acheta pour $60, qui servirent au garçon à acheter 2 pneus neufs pour sa Yamaha. Une troisième explosion éventra un magasin de vêtements pour jeunes et expédia des chemises en flammes, des jeans et des sous-vêtements jusque sur le parking inondé. Et la dernière déflagration ouvrit comme un melon trop mûr la succursale du Fonds commun de placement agricole. Un fragment du toit de la banque fut aussi emporté. Les systèmes d'alarme se déclenchèrent et leurs braiements ne s'arrêtèrent que lorsque fut enfin coupé leur système électrique indépendant 4 heures plus tard. Formulaires de prêt ou de dépôt, matériel et petites monnaies, paperasses diverses, tout s'envola dans le ciel et fut emporté par la tornade qui se levait. Des billets aussi, surtout des coupures de 10 et de $20, vaillamment secondées par d'autres de 5 et un soupçon de 50 et de 100. Plus de 75 000 $ partirent ainsi dans les airs, d'après la comptabilité. Plus tard, après d'importants bouleversements dans la direction de la banque, certaines personnes admirent, tout à fait confidentiellement, que la somme approchait plutôt des 200 000 $. Une femme de Haven Village, Rebecca Paulson, trouva un billet de 50 $ sur le paillasson de sa porte de derrière, paillasson sur lequel était écrit « Bienvenue ». 2 coupures de 20 dans sa cage à oiseaux et une de 100 collée par la pluie aux chênes du fond de son jardin. Les Paulson utilisèrent cette manne céleste pour accélérer le remboursement de leur emprunt pour un skidoo bombardier. Le Dr L, médecin à la retraite qui vivait sur West Broadway depuis près de 50 ans, fut tué à 8 heures. Le Dr L aimait à se vanter d'avoir fait tous les jours sa promenade de 3 km autour de Derry Park depuis les 25 dernières années. Rien ne l'arrêtait, ni la pluie, ni la grêle, ni la neige, ni le blizzard du nord-est hurlant, ni les froids en dessous de -10. Il sortit le matin du 31 mai, en dépit des mises en garde inquiétantes de sa gouvernante. Ses dernières paroles en ce bas monde, lancées par-dessus l'épaule alors qu'il franchissait la porte d'entrée en enfonçant son chapeau sur ses oreilles, furent « Ne soyez donc pas aussi stupide, Hilda. C'est tout juste une bonne averse. Vous auriez dû voir ça en 57. Ça, c'était une vraie tempête. » Comme le Dr Hale s'engageait dans la West Broadway, une plaque d'égout bondit en l'air comme une fusée. Elle décapita le bon médecin avec la rapidité et la précision d'une guillotine, si bien qu'il fit encore 3 pas avant de s'effondrer sur le trottoir, mort sur le coup. Et le vent continua à forcir. Eddie les conduisit dans les ténèbres des galeries pendant 1 heure, peut-être 1 heure et demie, avant d'admettre d'un ton qui exprimait davantage la stupéfaction que l'effroi, que pour la première fois de sa vie, il venait de se perdre. Ils entendaient encore le grondement lointain de l'eau dans les canalisations, mais l'acoustique de ces boyaux était telle qu'il était impossible de dire si le son venait de devant ou de derrière, de droite ou de gauche, d'en dessus ou d'en dessous. Ils n'avaient plus une seule allumette, ils étaient perdus dans le noir. Bill avait la frousse, une frousse terrible. La conversation qu'il avait eue avec son père ne cessait de lui revenir à l'esprit. Ce sont 5 kilos de plants qui se sont un jour évanouis dans la nature. À mon avis, personne ne sait où donnent exactement ces foutus égouts et toutes les canalisations, ni pourquoi elles sont faites comme ça. Quand le système fonctionne, tout le monde s'en fiche. Quand il se bloque, t'as 3 ou 4 couillons du service des eaux qui doivent se débrouiller pour trouver la pompe qui est en rideau ou l'endroit du bouchon. Il fait noir, ça pue, sans compter les rats. Autant de bonnes raisons de ne pas y mettre les pieds, mais la meilleure de toutes, c'est qu'on risque bel et bien de s'y perdre. Et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Déjà arrivé. Et comment ? Ce tas d'ossements et de lambeaux de coton qu'ils avaient trouvés sur le chemin de la tanière de Ça, par exemple. Bill sentit la panique tenter de le gagner et lutta contre elle. Elle recula, mais comme à regret. Il la sentait qui mijotait pas loin, comme une chose vivante se tordant à la recherche d'une issue. À cela s'ajoutait l'irritante question de savoir si oui ou non ils avaient tué Ça. Richie prétendait que oui, ainsi que Mike et Eddie.
Mais il n'avait pas du tout aimé l'expression de doute et d'effroi de Bev et de Stan au moment où mourait la lumière et où ils rampaient pour franchir la petite porte, fuyant la chute froufroutante de la toile d'araignée. « Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Stan. Le léger tremblement de frayeur dans la voix du petit garçon n'échappa pas à Bill, qui comprit aussi que la question lui était directement adressée. « Ouais, fit Ben, qu'est-ce qu'on fait ? Mon Dieu, si seulement nous avions une lampe torche, ou même une bougie !» Bill crut reconnaître un sanglot étouffé dans cette hésitation. Cela l'épouvanta plus que tout. Ben aurait été étonné de l'apprendre, mais Bill le jugeait coriace et plein de ressources, plus solide que Richie et moins sujet aux effondrements soudains que Stan. Si Ben était sur le point de craquer, c'est que leur situation commençait à devenir extrêmement périlleuse. Ce n'était pas au cadavre du type du service des eaux que l'esprit de Bill revenait sans cesse, mais au récit de Mark Twain lorsque Tom Sawyer et Becky Thatcher sont perdus dans la grotte McDougall. Il avait beau repousser cette image, elle revenait avec insistance. Quelque chose d'autre le troublait, mais le concept restait trop vaste, trop vague pour que l'esprit fatigué du garçonnet pût le saisir. Peut-être était-ce sa simplicité même qui rendait cette idée aussi insaisissable. Le lien qui les rattachait était en train de se dissoudre, ils s'éloignaient les uns des autres. Ils avaient affronté ça, ils l'avaient vaincu. Ça était peut-être mort, comme le pensaient Eddie et Richie, ou au moins blessé, au point qu'ils dormiraient pendant 1 siècle, 1000 ans ou 10 000 ans. Ils avaient affronté ça, ils l'avaient obligé à jeter bas son dernier masque. Et certes, le spectacle avait été assez horrible, mais une fois qu'on l'avait vu, sa forme physique était supportable, et ça perdait l'usage de ses armes les plus puissantes. Après tout, ils avaient tous déjà vu des araignées. Elles possédaient quelque chose de son étrangeté, c'étaient de répugnantes bestioles rampantes, et ils se disaient que sans doute aucun d'entre eux ne pourrait jamais, s'il sortait d'ici, en revoir une sans un frisson de répulsion. Mais une araignée, après tout, n'était qu'une araignée. Peut-être, en fin de compte, lorsque tombaient les masques de l'horreur, n'y avait-il rien que l'esprit humain ne pût supporter ? C'était une pensée réconfortante. Il n'y avait rien, sauf les lumières mortes, le je ne sais quoi qui se trouvait là-bas, au fond. Mais qui sait si cette innommable lumière vivante accroupie sur le seuil du macronivers n'était pas morte ou mourante ? Les lumières mortes, ainsi que le voyage dans les ténèbres pour en gagner le site, tout cela commençait à devenir brumeux dans son esprit, un souvenir de plus en plus évanescent. De toute façon, là n'était pas la question. La question, il le sentait s'il n'aurait pu l'exprimer, était que leur camaraderie complice finissait. Elle finissait et ils étaient toujours dans le noir. Cet autre, par le biais de leur amitié, avait peut-être été capable de faire d'eux plus que des enfants. Mais ils redevenaient des enfants maintenant. Bill le ressentait tout autant que les autres. « Et maintenant, Bill ?» lui demanda Richie, disant finalement tout haut ce que chacun pensait à part soi. « Je ne sais pas, » répondit Bill. De nouveau, il bégayait, et copieusement. Il le remarqua, les autres aussi, tandis qu'ils restaient paralysés dans l'obscurité, et que montait à leurs narines l'arôme puissant et humide de leur panique grandissante. Combien de temps allait-il se passer avant que l'un d'eux, Stan vraisemblablement, mette les pieds dans le plat en disant « Comment tu ne sais pas ? Mais c'est toi qui nous as embarqués là-dedans !» « Et Henry ?» demanda tout d'un coup Mike, inquiet. « Est-il toujours là-dedans, ou bien… »« Oh Seigneur !» fit Eddie d'une voix grandissante. « Je l'avais oublié, celui-là. Évidemment qu'il est ici, quelque part, aussi perdu que nous. On risque de lui tomber dessus n'importe quand. Mon Dieu, Bill, t'as pas une idée ? Ton paternel travaille ici. T'as pas une petite idée ? Allez, quelque chose !» Bill tendit l'oreille vers le lointain grondement sarcastique de l'eau et s'efforça de faire jaillir dans sa tête l'idée que tous étaient en droit d'attendre de lui. Parce que, oui, en effet, il était celui qui les avait embarqués dans cette galère, et il avait la responsabilité de les en sortir. Mais rien ne vint. Rien. « Moi, j'ai une idée, » dit Beverly d'un ton calme. Dans le noir total, Bill entendit un bruit léger qu'il ne reconnut pas sur le coup. Une sorte de froufrou qui n'avait rien de spécialement inquiétant, puis il y eut un autre bruit, plus facile à identifier, une fermeture à glissière. « Qu'est-ce que c'est ?» pensa-t-il. Puis il comprit. Elle se déshabillait. Pour il ne savait quelle raison, Beverly se déshabillait. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» demanda Richie, et sa voix, tant il était choqué, se brisa sur le dernier mot. « Il y a quelque chose que je sais, » répondit Beverly dans le noir, d'une voix qui parut soudain plus âgée à Bill. « Je le sais parce que mon père me l'a dit. Je sais comment reformer notre cercle, et si nous ne le refermons pas, jamais nous ne sortirons d'ici. »« Mais quoi ?» demanda Ben, au comble de la stupéfaction, mais aussi terrifié. « De quoi parles-tu »
De quelque chose qui va nous réunir pour l'éternité. Quelque chose qui va montrer... Non, Beverly, s'exclama Bill, qui tout d'un coup venait de comprendre, de tout comprendre. Qui va montrer que je vous aime tous, reprit Beverly, et que vous êtes tous mes amis. Mais qu'est-ce qu'elle... commença Mike. Calmement, Beverly le coupa. Qui veut commencer demanda-t-elle. Je crois qu'il est en train de mourir, sanglota Beverly. Son bras, ça lui a mangé le bras. Elle tendit les mains vers Bill, s'accrocha à lui, mais d'une secousse, Bill se sépara d'elle. Ça s'échappe encore, rugit-il. Il avait les lèvres et le menton ensanglantés. Venez, Richie, Ben, cette fois-ci, il faut en finir. Richie fit tourner Bill vers lui et le regarda comme s'il délirait. Il faut s'occuper d'Eddie, Bill, lui poser un tourniquet, le sortir d'ici. Mais Beverly s'était assise, la tête d'Eddie sur les genoux, le soutenant avec douceur. Elle lui avait fermé les yeux. Va avec Bill, dit-elle. Si vous le laissez mourir pour rien, si ça revient encore dans 25, 50 ou même 2000 ans, je vous jure que je viendrai martyriser vos fantômes. Allez, partez. Richie la regarda un instant, indécis, puis il se rendit compte que son visage perdait de sa définition, se réduisait à une forme pâle dans l'ombre qui grandissait. La lumière faiblissait. Cela le décida. « Parfait, dit-il à Bill. Cette fois-ci, c'est la curée. » Ben se tenait de l'autre côté de la toile d'araignée qui, une seconde fois, s'était mise à se décomposer. Il avait vu aussi la forme prisonnière dans le haut qui oscillait, et il pria pour que Bill ne lève pas les yeux. Ce qui se produisit cependant lorsque des lambeaux de toile commencèrent à tomber sur le sol. « Au drap !» hurla-t-il. « Allez, Bill, viens !» cria Ben. Des fragments de la toile tombaient maintenant autour d'eux, heurtant sourdement le sol et se mettant aussitôt à couler. Richie prit soudain Bill par la taille et le propulsa en avant, dans un trou de 3 mètres de haut entre le sol et le fil horizontal le plus bas de la toile en cours d'affaissement. « On y va, Bill, on y va !»« Mais c'est Audra !» cria Bill d'un ton de voix désespéré. « C'est Audra !»« Audra ou le pape, j'en ai rien à foutre !» répliqua Richie avec une rudesse impitoyable. « Eddie est mort et nous allons tuer ça, si ça vit encore. Nous allons finir notre boulot cette fois, grand Bill. Ou bien elle vit, ou bien elle est morte. Mais maintenant, amène-toi. » Bill résista encore quelques instants, puis des instantanés des enfants, de tous les enfants morts, parurent venir flotter dans son esprit, comme les photographies perdues de l'album de George. « Très bien, allons-y, et Dieu me pardonne. » Richie et lui coururent sous le fouillis de fil quelques secondes avant son effondrement, et retrouvèrent Ben de l'autre côté. Ils se lancèrent aux trousses de ça, pendant qu'Audra se balançait et oscillait à plus de 15 mètres au-dessus des dalles de pierre, emmailloté dans le cocon engourdissant, suspendu à la toile en décomposition. Ils le suivirent à la trace de son sang noir, de cette espèce de chil huileux qui s'infiltrait dans les craquelures des dalles. Mais alors que le sol commençait à s'élever vers une ouverture noire semi-circulaire à l'extrémité de la salle, Ben vit quelque chose de nouveau. La piste s'enrichissait d'œufs. Sombre, la coquille épaisse, ils avaient à peu près la taille d'œufs d'autruche. Il en émanait une lumière cireuse. Ben comprit qu'ils étaient translucides et se rendit compte qu'il devinait les formes noires qui s'agitaient à l'intérieur. « C'est petit, pensa-t-il, sentant sa gorge se soulever. Ces résidus de fausses couches, mon Dieu !» Richie et Bill s'étaient arrêtés et contemplaient les œufs avec une expression hébétée, émerveillée, stupide. « Continuez, continuez, leur cria Ben. Je vais m'en occuper. Chopez ça. Tiens, attrape, répondit Richie en lui lançant une pochette d'allumettes aux armes du Derrytown House. Ben les saisit. Bill et Richie reprirent leur course. Ben les regarda un instant s'éloigner dans la lumière qui baissait toujours. Ils s'enfoncèrent dans les ténèbres du chemin qui avait servi à la fuite de ça, et il les perdit de vue. Alors il regarda à ses pieds, vers le premier des œufs à la coquille fine, aux formes noires et semblables à des menthes à l'intérieur, et il sentit sa détermination vaciller. C'était... les mecs, c'était trop horrible. D'ailleurs, ces choses allaient sûrement mourir sans son aide. Ces œufs avaient été abandonnés plus tôt que pondus. Mais le moment de l'éclosion n'était pas loin. Et si un seul arrive à survivre, juste un seul? Faisant appel à tout son courage, évoquant le visage blême d'Eddie mourant, Ben enfonça l'une de ses bottes Desert Driver dans le premier œuf. Il se rompit avec un borborygme mouillé et une sorte de placenta puant vint s'écouler sur sa botte. Puis il vit une araignée de la taille d'un rat se traîner péniblement sur le sol, dans un effort pour s'éloigner. Et Ben l'entendit dans sa tête,
entendit ces miaulements aigus comme la musique d'une scie égoïne que l'on agite vivement, musique de spectre. Ben se dirigea vers la bestiole sur des jambes en coton qui lui semblaient être des échasses et abaissa de nouveau le pied. Il sentit le corps de l'araignée broyé et réduit en bouillie par le talon de la botte. Un nouveau hoquet le secoua, et cette fois il ne put se retenir. Il vomit, puis tourna le talon, enfonçant la chose entre les dalles, écoutant les cris s'éteindre dans sa tête. Combien d'œufs? N'avait-il pas lu quelque part que les araignées pouvaient en pondre des milliers ou des millions? Je ne vais pas pouvoir continuer cela longtemps, je vais devenir fou. Mais il le faut. Allez, Ben, mon vieux, reprends-toi. Il alla jusqu'à l'œuf suivant et répéta le processus dans la lumière mourante. Tout recommença, l'éclatement visqueux, le borgmorithme liquide, le coup de grâce final, puis le suivant, le suivant. Il écrasa, avançant lentement vers l'arche noire sous laquelle venaient de disparaître ses deux amis. L'obscurité était maintenant totale. Beverly et la toile en décomposition se trouvaient quelque part derrière lui. Il entendait encore le bruit des fils qui tombaient. Les œufs formaient des taches décolorées dans le noir. Lorsqu'il en atteignait un, il craquait une allumette et l'écrasait. Chaque fois, il avait le temps de suivre la fuite de l'araignée et de la tuer avant que la lumière ne s'éteignît. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire s'il se trouvait à court d'allumettes avant d'avoir broyé le dernier œuf et mis à mort son innommable contenu. Encore à ses trousses, il les sentait qui le poursuivaient, qui gagnaient du terrain, et sa peur croissait. Peut-être après tout ça n'était-il pas éternel? Peut-être devait-il envisager de penser l'impensable? Pire, ça sentait la mort de ses petits. Un troisième de ces haïssables hommes-garçons remontait avec régularité le sillon de la naissance, presque fou d'écœurement, mais continuant néanmoins à broyer du talon l'embryon de vie de chaque œuf. Non, gémit ça, qu'à autant d'un côté et de l'autre, sentant s'écouler ses forces vives par 100 blessures. Aucune mortelle à elle seule, mais chacune une mélopée de souffrance, chacune le ralentissant un peu plus. L'une de ses pattes ne tenait plus que par un lambeau tordu de chair. Il avait perdu l'un de ses yeux. Ça sentait qu'une terrible rupture s'était produite en lui, conséquence du poison, mais lequel, que l'un de ces hommes-garçons avait réussi à lui enfoncer dans la gorge. Et il n'avait pas abandonné, il se rapprochait. Mais comment cela était-il possible? Ça gémissait et miaulait, et quand ça sentit qu'ils étaient juste derrière lui, ça fit la seule chose qui lui restait à faire. Ça se retourna pour combattre. Avant que l'obscurité ne fût totale, elle vit la femme de Bill plonger de 7 ou 8 mètres et rester suspendue à cette nouvelle hauteur. Elle s'était mise à tournoyer, ses longs cheveux déployés. Sa femme, pensa-t-elle. Mais j'ai été son premier amour, et s'il s'est imaginé qu'une autre a été la première, c'est seulement parce qu'il avait oublié Derry. Puis elle se retourna dans les ténèbres, seule, avec le bruit mou de la toile qui tombait et le poids immobile d'Eddie sur les genoux. Elle ne voulait pas le lâcher. Elle refusait de le laisser allonger sur le sol ignoble de cet endroit. C'est pourquoi elle avait pris sa tête dans le creux de son bras, qui commençait à sérieusement s'ankyloser. De la main, elle avait chassé les cheveux d'Eddie de son front moite. Elle pensa aux oiseaux. Elle supposa que c'était quelque chose qu'elle devait à Stan. Pauvre Stan, qui avait été incapable de faire de nouveau face à ça. Tous, elle avait été leur premier amour à tous. Elle essaya de se souvenir. C'était quelque chose qu'elle trouvait bon de se rappeler dans toute cette obscurité où l'on ne pouvait même pas repérer les bruits. Elle se sentait moins seule. Au début, le souvenir ne vint pas. L'image des oiseaux s'interposait, corbeaux, grues et tourneaux, oiseaux de printemps qui revenaient on ne savait d'où, alors que la gadoue de la fonte des neiges salissait encore les rues et que les derniers tas de neige à la croûte noire s'accrochaient, sinistres, dans les coins à l'ombre. Il lui semblait que c'était toujours par une journée couverte que l'on entendait et voyait pour la première fois ces oiseaux du printemps, et elle se demanda où ils pouvaient bien passer l'hiver. Soudain, ils étaient de retour à Derry et remplissaient l'air blanc de leur caquetage rauque. Ils s'alignaient sur les fils électriques ou le fêtage des toits des maisons victoriennes de West Broadway. Ils se disputaient les places sur les branches d'aluminium de l'antenne compliquée au-dessus du Wallis Spa. Ils s'entassaient sur les branches noires et humides des ormes de Lower Main Street. Et, une fois installés, ils bavardaient entre eux avec le babil criard de vieilles campagnards de l'auto hebdomadaire de la paroisse. Puis, à quelque signal inaccessible aux humains, ils prenaient leur envol d'un seul coup, décrivaient un grand cercle dans le ciel et allaient se poser un peu plus loin. Oui, les oiseaux.
J'y pensais parce que j'avais honte. C'est mon père qui m'a rendue honteuse, je crois, et peut-être est-ce ce que fait ça en ce moment, peut-être. Le souvenir revint, le souvenir au-delà des oiseaux, mais il restait vague et déconnecté. Peut-être en serait-il toujours ainsi de celui-ci. Elle avait... Le fil de ses pensées se rompit lorsqu'elle se rendit compte qu'Eddie venait le premier vers elle, parce que c'est lui qui est le plus effrayé. Il vient vers elle, non pas comme vers son ami de tout l'été, ou comme vers l'amante d'un instant, mais comme il se serait réfugié auprès de sa mère, encore seulement 3 ou 4 ans auparavant, pour être consolé. Il n'a aucun mouvement de recul au doux contact de sa nudité, et elle se demande au début s'il ressent la moindre chose. Il tremble, et bien qu'elle le tienne, l'obscurité est tellement profonde qu'elle ne distingue rien de lui. S'il n'y avait pas son plâtre rugueux, il pourrait tout aussi bien être un fantôme. « Qu'est-ce que tu veux » lui demande-t-il. « Il faut que tu mettes ta chose dans moi, répondit-elle. Il tente de s'éloigner, mais elle le retient, et il s'abandonne de nouveau contre elle. Elle a entendu quelqu'un, Ben, croit-elle, pousser un profond soupir. « Mais je ne peux pas faire cela, Bévy, je ne sais pas comment. »« Mais c'est facile, j'en suis sûre, mais il faut te déshabiller. » Elle pense aux difficultés qu'il pourrait rencontrer avec la chemise et le plâtre. « Enfin, ton pantalon, au moins. »« Mais non, je ne peux pas. » Mais elle pense que quelque chose en lui le peut et le veut, car son tremblement a cessé, et elle sent quelque chose de petit et de dur qui se presse contre le côté droit de son ventre. « Mais si, tu peux, » affirme-t-elle en le repoussant vers le bas. Le sol, sous ses jambes et son dos nu, est ferme, sec et argileux. Le lointain grondement de l'eau a un effet calmant, assoupissant. Elle l'attire contre elle. Un instant, le visage de son père s'interpose, dur et menaçant. « Je veux voir si tu es intact. » Puis elle referme ses bras autour de son cou, joue tendre contre joue tendre, et tandis qu'il porte une main timide à l'un de ses seins, elle soupire, et pense pour la première fois, c'est Eddie. Elle se rappelle alors un jour de juillet, comment, seulement un mois, où personne n'était venu dans les friches sauf Eddie et elle. Il était arrivé avec tout un paquet de bandes dessinées de Little Lulu qu'ils avaient lues presque tout l'après-midi. La petite Lulu qui part cueillir des bidouillettes et qui se retrouve dans toutes sortes de situations absurdes, la sorcière Hazel et tous ses personnages. Il s'était bien amusé. Elle pense aux oiseaux, en particulier aux grues, aux étourneaux et aux corbeaux qui reviennent avec le printemps. Ses mains vont à la ceinture d'Eddie, la desserrent, et il répète qu'il ne pourra pas y arriver. Elle lui répond que si, qu'elle en est sûre, et ce n'est plus de l'appréhension ou de la honte qu'elle ressent, mais un sentiment de triomphe en quelque sorte. « Mais qu'est murmure-t-il, et cette chose dure pousse avec insistance sur l'intérieur de sa cuisse. « Mais où » murmure-t-il, et cette chose dure pousse avec insistance sur l'intérieur de sa cuisse. « Ici » dit-elle. « Mais je vais te tomber dessus, Bévy » souffle-t-il. Elle entend sa respiration qui commence à siffler laborieusement. « Je crois que c'est plus ou moins l'idée » répondit-elle, en le prenant avec douceur et en le dirigeant. Il donne une poussée trop vive et elle a mal. Elle aspire l'air entre ses dents et se mord la lèvre inférieure. De nouveau, elle pense aux oiseaux de printemps qui se jugent sur le faîte des toits et s'envolent tous ensemble sous le ciel plombé de Mars. « Beverly » demande-t-il, incertain, « tout va bien ?»« Va plus lentement, » explique-t-elle, « tu respireras plus facilement. » Il ralentit ses mouvements, et au bout d'un moment, sa respiration s'accélère, mais elle comprend que cela n'a rien à voir avec son asthme. La douleur s'estompe. Brusquement, il se mit à bouger plus vite, puis il s'arrête, se raidit et fait un bruit, un drôle de bruit. Elle subodore qu'il vient de lui arriver quelque chose de tout à fait spécial, d'extraordinaire, un peu comme s'il s'était envolé. Elle se sent puissante, elle éprouve un sentiment de triomphe grandissant. Est-ce donc cela dont son père avait tant peur ? Eh bien, il n'avait pas tort. C'est un acte de pouvoir, il est vrai, un pouvoir capable de rompre toutes les chaînes, même les plus solides. Elle ne ressent aucun plaisir physique, mais une sorte d'extase purement mentale. Elle sent à quel point ils sont proches. Elle enfonce son visage dans son cou et elle le serre contre elle. Il pleure. Elle le tient. Elle sent cette partie de sa chair qui les reliait devenir moins présente. On ne peut pas dire exactement qu'elle se retire, elle s'estompe en quelque sorte. Quand enfin il se déplace, elle s'assied et lui touche le visage dans l'obscurité. « Est-ce que tu as... »« Quoi » demanda-t-il. « Je sais pas exactement. » Il secoue la tête. Elle sent le mouvement de la main contre sa joue.
Il me semble que ce n'était pas exactement... Enfin, tu sais, comme disent les grands. Mais c'était vraiment quelque chose. Il baisse la voix pour que les autres ne l'entendent pas. Je t'aime, Bévy. Il y a alors une rupture dans sa conscience. Elle est tout à fait sûre que les échanges continuent, certains à voix haute, d'autres à voix basse, mais ne peut se souvenir de ce qui est dit. C'est sans importance. Est-ce qu'il faut qu'elle les refasse tous passer par là, au moyen de la parole, sans rien oublier? Oui, probablement, mais c'est sans importance. Il faut que la parole les ramène à cela, à ce lien humain essentiel entre le monde et l'infini, à ce seul point de rencontre entre le flot sanguin et l'éternité. Peu importe. Ce qui importe, c'est l'amour et le désir. Cet endroit dans les ténèbres convient aussi bien que n'importe quel autre. Mieux, peut-être. Mike vient à elle, puis Richie, et l'acte est recommencé. Elle ressent maintenant un certain plaisir, une vague chaleur dans son sexe de fillette, pas encore épanoui, et elle ferme les yeux lorsque Stan à son tour l'approche. Elle pense aux oiseaux, au printemps et aux oiseaux, elle les voit et revoit, se posant tous en même temps, remplissant les arbres dénudés par l'hiver, avant-garde de choc sur la proue mobile de la plus violente saison de la nature. Elle les voit s'envoler et s'envoler encore, le froufroutant battement de leurs ailes, comme le claquement du linge sur le fil, et elle pense, dans un mois, tous les enfants iront faire voler leurs cerfs-volants dans des riparcs. Ils devront courir pour éviter que les ficelles ne s'en mêlent. Et elle pense encore, c'est cela, voler. Avec Stan, comme avec les autres, elle ressent aussi cette triste impression d'une chose qui s'évanouit, qui s'en va, jointe au sentiment que, quelle que soit la chose dont ils ont réellement besoin par cet acte, sa fin ultime, celle-ci est proche, mais non encore atteinte. « Est-ce que tu as... » demanda-t-elle une fois de plus, et même si elle ne sait pas exactement dire ce dont il s'agit, elle sait qu'il n'a pas. Il y a une longue attente, et Ben vient vers elle. Il tremble de tout son corps, mais pas de ce tremblement de peur qu'elle a senti avec Stan. « Je ne peux pas, Beverly, dit-il d'un ton qui se veut raisonnable, mais qui est tout sauf cela. Mais si tu peux, toi aussi, je le sens. » Et pour le sentir, elle le sent. Il y a encore plus de cette dureté, encore plus de lui. Elle sent sous la poussée délicate de son ventre. Ses proportions soulèvent sa curiosité et elle effleure ce renflement de chair d'une main légère. Il grogne contre son cou et son souffle donne la chair de poule au corps nu de Beverly. Elle sent les premiers signes d'une vraie chaleur la parcourir et soudain l'impression en elle devient immense. Elle se rend compte que c'est trop gros. Et n'est-il pas trop gros? Pourra-t-elle faire pénétrer cela en elle? Et trop l'affaire de grandes personnes pour elle. C'est comme les M80 de Henry, quelque chose qui n'est pas destiné aux enfants, qui risque d'exploser, de vous détruire. Mais ce n'est ni le lieu ni le moment de s'inquiéter. Ici, il n'y a que l'amour, le désir et l'obscurité. S'il ne jouait pas sur les deux premiers, il ne leur restait plus que la dernière. « Non, Beverly, ne... »« Si. Montre-moi comment m'envoler, murmure-t-elle avec un calme qu'elle n'éprouve pas, pleinement consciente à la tiédeur qui inonde son cou qu'il s'est mis à pleurer. « Montre-moi, Ben. »« Non. Si, tu as écrit le poème, alors montre-moi. Touche mes cheveux si tu en as envie, Ben. Je veux bien. Mais Beverly, je... » Son tremblement s'est transformé en de grands frissons qui le secouent des pieds à la tête. Mais elle comprend encore que ce n'est pas entièrement de la peur. Il s'agit en partie des signes précurseurs de cette petite mort au centre même de l'acte. Elle pense à son visage, son cher visage, si tendre, si sérieux, et sait qu'il ne s'agit pas de peur. C'est un désir qu'il ressent, un désir profond et passionné qu'il ne maîtrise plus qu'avec la plus grande peine. Elle éprouve de nouveau ce sentiment de puissance, quelque chose comme s'envoler, quelque chose comme regarder d'en haut et voir tous les oiseaux sur les toits des maisons, sur l'antenne de télé du Wallis Spa, regarder les rues s'allonger comme sur les cartes. Oh, le désir, oui, cela c'est quelque chose, c'est l'amour et le désir qui vous apprennent à voler. « Oui, Ben, oui !» crie-t-elle soudain, et les digues sont emportées. Elle ressent de nouveau la douleur et la sensation pendant un instant d'angoisse d'être comme écrasée. Puis il se soulève sur les mains et la sensation disparaît. Il est gros, oh oui, et la douleur revient. Il s'enfonce bien plus profondément que lorsqu'Eddie, le premier, l'a pénétré. Elle doit de nouveau se mordre la lèvre et penser aux oiseaux jusqu'à ce que la brûlure s'arrête. Elle est alors capable de lever une main et de toucher sa lèvre du doigt. Il gémit. La chaleur revient, et elle sent soudain sa puissance passer en lui. Elle lui abandonne joyeusement et l'accompagne. Elle a tout d'abord la sensation d'être bercée d'une délicieuse douceur en spirale qui lui fait tourner la tête involontairement à droite et à gauche.
Un fredonnement atonal monte de ses lèvres closes. Voilà, elle vole. Voler, c'est cela. Ô amour, ô désir, voici quelque chose d'impossible à nier, qui relie, qui donne, qui structure un cercle puissant, qui relie, qui donne, qui vole. Oh Ben, oh oui, murmure-t-elle, sentant la sueur perler sur son visage, sentant leur lien physique, quelque chose de solidement en place, quelque chose comme l'éternité, comme le chiffre 8 renversé sur le côté. Je t'aime tellement, Ben. Et elle sent la chose qui commence à se produire. Une chose dont les filles qui murmurent avec le fou rire quand elles parlent entre elles de sexe n'ont aucune idée, au moins pour ceux qu'elle en sait. Elles ne savent que ricaner sur le côté poisseux de l'acte, et Beverly prend maintenant conscience que, pour nombre d'entre elles, le sexe doit ressembler à quelque monstre mal défini. Elles en parlent d'ailleurs comme de ça. Est-ce que tu ferais ça, toi? Est-ce que ta sœur a fait ça avec son petit ami? Est-ce que ton père et ta mère font encore ça? Elles non, elles ne feraient jamais ça. Oh oui, on pourrait croire que toute la gente féminine de la classe n'est que vieille fille en puissance. Pour Beverly, il est évident qu'aucune ne soupçonne ce qu'il en est réellement, cette conclusion. Et elle ne se retient de crier que pour éviter que les autres n'entendent et ne s'imaginent qu'elle a très mal. Elle se prend le gras de la main dans la bouche et mord avec force. Elle comprend mieux maintenant les rites hystériques de Greta Bowie et de Sally Muller et de toutes les autres. Ne viennent-ils pas, tous les 7, de passer l'essentiel de cet été si long et si effrayant à rigoler comme des cinglés? On rit parce que ce qui fait peur et ce qui est inconnu est aussi amusant. On rit comme rit et pleure en même temps un petit enfant lorsqu'un clown cabriolant s'approche de lui, sachant qu'il est censé être drôle. Mais il y a aussi l'inconnu, cet inconnu plein d'un mystérieux pouvoir éternel. Mordre la main ne va pas l'empêcher de crier, et elle ne peut rassurer les autres, et Ben qu'en extériorisant son adhésion. Oui, oui, oui. De glorieuses images d'envolée lui emplissent la tête, se confondant avec les cris rauques des grues et des étourneaux. Ces bruits deviennent la musique la plus douce du monde. Ainsi vole-t-elle, s'élève-t-elle, et maintenant la puissance n'est plus en elle ou en lui, mais quelque part entre deux, et elle gémit ses cris. Et elle sent les bras de Ben qui tremblent, et elle se cambre sous lui, l'enfonçant en elle, éprouvant son spasme, son contact, cette fuyante intimité partagée dans l'obscurité. Ils font ensemble irruption dans la lumière vivante. Puis c'est terminé. Ils se retrouvent dans les bras l'un de l'autre, et lorsqu'ils tentent de dire quelque chose, peut-être quelque excuse stupide qui ne ferait qu'amoindrir son souvenir, quelque stupide excuse qui les verrouillerait comme des menottes, elle l'arrête d'un baiser et le renvoie. Bill vient en dernier. Il tente de dire quelque chose, mais son bégaiement est maintenant cataclysmique. « Tais-toi, lui dit-elle doucement, sûre de ce qu'elle vient d'apprendre, mais consciente de la fatigue qui la gagne. Et non seulement elle est fatiguée, mais aussi en mauvais état. L'intérieur et l'arrière de ses cuisses sont collants, et elle pense que c'est peut-être parce que Ben est allé jusqu'au bout, ou peut-être parce qu'elle saigne. Tout va parfaitement bien se passer, lui dit-elle. T'es sûre? Oui, répondit-elle, en passant les mains derrière son cou, où elle sent les cheveux collés par la transpiration. Je te parie ce que tu veux. Et est-ce que... Chut. Cela ne se passe pas comme avec Ben. Il y a de la passion, mais pas du même ordre. Être maintenant avec Bill est la meilleure conclusion qui pouvait être donnée. Il est doux, tendre, presque calme. Elle sent son désir, mais tempéré et tenu en laisse par le souci qu'il prend d'elle. Peut-être aussi parce que Bill est le seul, avec elle, à se rendre compte de l'énormité de ce qu'ils font, du fait qu'il ne faudra jamais en parler ni à personne d'autre, ni même entre eux. À la fin, elle est prise par surprise par l'irruption soudaine de ce quelque chose, et elle a le temps de penser « Oh, ça va recommencer, et je me demande si je vais pouvoir le supporter. » Mais ses réflexions sont balayées par l'envahissante douceur de ça, et c'est à peine si elle l'entend qui murmure « Je t'aime, Bev, je t'aime, je t'ai toujours aimé », répétant et répétant la phrase sans bégayer une seule fois. Elle l'étreint, et pendant un moment, il reste ainsi, sa joue douce appuyée contre la sienne. Il se retire d'elle sans rien dire, et elle se retrouve seule quelques instants. Elle récupère ses vêtements, qu'elle enfile avec lenteur, à l'écoute des élancements douloureux que les 6 garçons, du fait de leur sexe, ne connaîtront jamais. Consciente aussi d'un certain plaisir épuisé, et du soulagement que tout soit terminé. Il y a maintenant un vide dans son corps, et bien qu'elle se sente contente que son sexe soit de nouveau à elle, ce vide s'accompagne d'une sorte de mélancolie étrange qu'elle serait incapable d'exprimer. Sauf en pensant à des arbres dénudés sous un ciel blanc d'hiver, des arbres vides attendant les merles.
les merles qui doivent venir à la fin de mars présider comme des prêtres à la mort de la neige. Elle les retrouve à tâtons. Pendant un moment, personne ne parle, et quand quelqu'un ouvre la bouche, elle n'est pas surprise que ce soit Eddie. Je crois que lorsque nous avons tourné à droite, 2 croisements avant, on aurait dû tourner à gauche. Bon Dieu, je le savais pourtant, mais j'étais tellement à cran. T'as été à cran toute ta vie, Ed, lui lance Richie. Sa voix est sans tension. La pointe vive de la panique ne se fait plus sentir. On s'est aussi trompé à d'autres endroits, reprend Eddie en l'ignorant, mais c'est celle-là notre plus grosse erreur. Si je peux arriver à retourner jusque-là, on doit pouvoir se tirer d'affaire. Ils se mettent maladroitement à la file indienne. Eddie en premier, Beverly à la 2e place, maintenant, la main sur l'épaule d'Eddie, celle de Mike sur la sienne. Ils reprennent leur marche, plus vite cette fois. Eddie ne manifeste pas de nervosité comme auparavant. Nous rentrons à la maison, pensa-t-elle, et un frisson de soulagement et de joie la traverse. Oui, à la maison, et ce sera bon. Nous avons fait notre boulot, celui pour lequel nous sommes venus, et maintenant on peut revenir et n'être plus que des mômes comme avant. Et cela aussi sera bon. Et comme ils avancent dans les ténèbres, elle se rend compte que le grondement de l'eau se rapproche.